Bonjour, chers étudiantes et étudiants, bienvenue à Méthode statistique appliquée aux sciences du comportement PSF 213. Donc, dans le cadre de ce PowerPoint-ci, ce que l'on va faire, c'est que là, on a vu comment calculer la probabilité d'obtenir une moyenne à partir d'une population. Ok, on a vu ça dans le cadre du dernier PowerPoint, puis je vous ai aussi envoyé des exemples. Et par le temps que vous ayez accès à cette vidéo-ci, probablement que vous auriez aussi quelques exercices que j'ai envoyés pour vous pratiquer. Mais là, vous vous demandez peut-être pas là, mais vous seriez correct de vous demander, OK, d'accord, mais à quoi ça sert tout ça en psychologie? C'est quoi l'affaire? Okay? Ben, c'est que le test d'hypothèse, la stratégie par laquelle on calcule la probabilité d'obtenir une moyenne à partir d'un certain échantillon, d'un certain nombre de personnes, à partir d'une population, tout ce qu'on a pratiqué, là, ça devient très important dans le contexte d'un truc qu'on appelle un test d'hypothèse. C'est fait pour tester des hypothèses. Et ce que je veux faire dans le PowerPoint, celui-ci, là, ce que je veux faire, c'est vous montrer la logique du test d'hypothèse, qu'on appelle le test d'hypothèse pour une moyenne, pour l'instant. Je vais vous parler de c'est quoi ça, c'est quoi la logique, puis ensuite je vais vous montrer des cas, juste des cas comme 6 cas différents pour vous habituer au processus. Vous allez voir que le processus ressemble beaucoup au processus que vous venez de voir sur le calcul de la probabilité d'une moyenne. OK. Commençons très largement. OK? Donc, on parle ici du test d'hypothèse pour une moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, comme je vous ai dit, le calcul de probabilité d'une moyenne que nous avons vu est très utilisé en psychologie et plus spécifiquement, on l'utilise souvent dans le contexte d'un test d'hypothèse pour une moyenne. Qu'est-ce que c'est que ce genre de test-là? Bien, dans ce type de test-là, ce qu'un chercheur ou une chercheure fait, c'est qu'il ou elle évalue l'hypothèse qu'un paramètre mu est différent de ce qui est typiquement considéré vrai. Je répète ça, le test d'hypothèse pour une moyenne, c'est un test qui permet d'évaluer l'hypothèse que le paramètre mu est en réalité différent de ce qui est typiquement considéré vrai. Un exemple va sûrement nous aider à mieux comprendre. Reprenons le bon vieil exemple classique. OK? Prenons l'exemple du QI qui semble se distribuer avec mu est égal à 100, sigma est égal à 15. Okay? Chez les êtres humains en général. En fait, juste par intérêt, là, je ne sais pas si c'est vrai chez les êtres humains en général, mais certainement dans des grandes populations humaines, ça a tendance à tourner alentour de ça. Okay? Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent le faire varier. Là. Mais en tout cas, on a des bonnes raisons de croire quand typiquement ça se distribue mu est égal à 100, sigma est égal à 15. Un chercheur pourrait avoir des raisons de croire, pour toutes sortes de raisons, suite à ses expériences personnelles ou des trucs comme ça, il pourrait avoir des raisons de croire que le QI moyen de la population est en réalité différent que mu est égal à 100. Soit qu'il soit plus grand, qu'il soit plus petit, ou juste qu'il soit différent que mu est égal à 100. Okay? Alors, il pourrait faire cette hypothèse-là. Que, sais-tu quoi, en réalité, mu n'est pas égal à 100. Ou sais-tu quoi, en réalité, mu est plus grand que 100. Ou mu est plus petit que 100. Il pourrait dire ça, il pourrait faire ça, mais ça serait pas de la science s'il fait juste affirmer ça. Puis se dire, ben, je me base sur les gens que j'ai rencontrés, puis les gens ont l'air très intelligents. Non. Okay? Ce qu'il faudrait qu'il fasse faire de la science, c'est qu'il faudrait qu'il teste cette hypothèse-là, comme quoi le mu est, par exemple, plus grand que 100, ou plus petit que 100, ou différent que 100. Pour faire ça, ce qu'il devrait faire, c'est utiliser un test d'hypothèse pour une moyenne. Et donc, ce qu'on va voir au cours de ce PowerPoint, c'est 6 exemples dans lesquels il y a toujours une hypothèse qui est faite et on teste cette hypothèse. On teste comment valide elle est, comment forte elle semble. En fait, comment probable elle est d'une certaine manière. Comment on devrait y avoir confiance. Le test d'hypothèse pour une moyenne, c'est une série d'étapes qui fait qu'à la fin, à la dernière étape, on est plus ou moins confiant qu'une hypothèse est bonne. C'est juste ça que c'est là. C'est une série d'étapes à la fin desquelles on arrive à être plus ou moins confiant qu'une certaine hypothèse est bonne.
OK? Et la logique est relativement facile à comprendre si on y pense de manière très générale. Ensuite, quand on rentre dans des cas spécifiques avec des données, ça devient un peu plus comme mélangeant parce qu'il faut tenir certaines données en compte, tout ça. Je vais nous faire voyager à travers 6 exemples pour nous aider avec ça. Mais quand on prend le test d'hypothèse de manière plus générale, c'est, je dirais, relativement facile à comprendre. Okay? Voici la logique de ce test-là sans aucun chiffre. Okay? En fait, presque aucun chiffre. Imaginons une conversation entre vous et un ami. Okay? Votre ami vous dit, hey, on dit que le QI moyen au Canada, il est de 100. Là. En moyenne, les Canadiens ont QI de 100 avec un écart type de 15. Mais moi, je pense que c'est plus ça. En fait, moi, je pense que ça a augmenté. Il pourrait dire, tu sais, je connais plein de gens qui sont super intelligents, puis il me semble que c'est beaucoup mieux. Puis en plus, avec les nouvelles technologies, puis les avancées en médecine, puis en nutrition, puis ça devrait probablement avoir augmenté. Puis là, il vous dit, tu me crois, hein? Vous, en tant que chercheur, en tant que personne qui réfléchit scientifiquement, votre position devrait être un truc qu'on appelle l'hypothèse nulle. On va revenir à ce que c'est spécifiquement, mais l'hypothèse nulle, dans ce contexte-là, ça serait de dire, moi, non. Non, je te crois pas. D'ailleurs, je prends par défaut que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus simple. C'est la position la plus raisonnable. Pourquoi penser que quelque chose aurait changé? Tu sais? Et vous dites à votre ami, non, moi je pense que, ma position par défaut, c'est non, rien n'a changé, t'as pas raison. OK? Et c'est à toi de me démontrer que ça a changé. Votre ami lui disait, tu me crois-tu? Vous dites, non, moi je vais rester à ce qu'on est, là, que je vais croire que mu est encore égal à 100. J'ai pas de raison de croire autrement. Mais c'est toi, c'est le fardeau de la preuve est sur toi. Là. C'est toi qui dois me démontrer que ça a changé. En réponse à ça, votre ami dit, OK, alors regarde, j'ai testé 60 Canadiens. Imaginons que votre ami a accès à des tests de QI. Je sais pas. Imaginons qu'ils sont valides. Tout ça. Regarde, j'ai testé 60 Canadiens, puis en moyenne, leur QI est de 102,4. Là, il est tout fier de lui. Il dit, tu vois, 102,4, c'est plus haut que ça. Hein? Ben, c'est plus haut que ce qu'on pense, donc. Donc, j'ai raison, ça a changé. Tu sais, j'ai pris quand même 60 Canadiens, là, un échantillon super représentatif, super aléatoire. Aléatoire, représentatif, tout ça, 102,4. Donc, tu vois, ça a augmenté. Il semble vraiment que ça a augmenté. J'ai raison, ça a changé. Vous pourriez revenir et dire, oui, intéressant, mais attends une seconde, là. Tu as peut-être, sans faire exprès, juste inclus des gens plus intelligents que la moyenne de la population dans ton échantillon de 60 personnes. Sans faire exprès, là. Même aléatoirement, ça pourrait arriver. Là. Même si tu prends un échantillon parfaitement représentatif et aléatoire, ça pourrait arriver parfois que rentrent dans ton échantillon que des gens super smart, super intelligents, en haut de 100. Ben, dans ce cas-ci, c'est sûr que tu arriverais à une moyenne de, par exemple, 102,4. Même s'il rentrait quelques personnes au-dessus de 100 dans ton échantillon, tu arriveras à 102,4. Ça ne voudrait pas dire que la moyenne de la population a augmenté. La moyenne de la population pourrait très bien être 100, puis toi, tu as juste pris un échantillon sans faire exprès ou aléatoirement ou juste par hasard. Il est arrivé que tu as pris un échantillon qu'il y avait quelques personnes au-dessus de 100 dedans, puis ça a donné une moyenne de 102,4. Ton échantillon, là, qui donne une moyenne de 102,4, ça ne prouve pas du tout que la moyenne de la population a augmenté là, comparativement à ça. Ça ne prouve rien. Et là, imaginons que votre ami dirait, il pense, et puis votre ami est très bon en probabilité, puis vous lui faites confiance, puis tout ça. Et là, il vous revient, il dit, OK, tu as raison. Sauf que regarde, j'ai calculé la probabilité de ce que tu dis. La probabilité que ce que tu dises arrive. Puis j'ai déterminé qu'elle est inférieure à 5%. Puis imaginons que vous avez des raisons de croire que ce que votre ami dit est vrai, là, dans le sens où il est bon en probabilité, il comprend ça, ou elle est bonne en probabilité, elle comprend ça. T'sais. Alors, votre ami vous dirait, tu sais, c'est vrai que la moyenne de la population pourrait encore être 100, puis je pourrais piger un échantillon de 60 Canadiens, puis
puis obtenir un QI moyen de 102,4, même si la moyenne de la population n'a pas changé. Mais j'ai calculé la probabilité que ça arrive, puis ça arriverait dans moins de 5% des cas. Autrement dit, votre ami dit, ta critique n'est pas mauvaise. Il est possible que j'ai inclus trop de gens plus intelligents dans mon échantillon sans faire exprès, puis ça a artificiellement monté le X-bar, mais il y a moins de 5% de chances que j'ai commis cette erreur-là selon les règles de la probabilité. Alors là, vous diriez, il y a moins de 5% de chances, hein? Ouais, c'est peu. OK, je vais te croire que le QI au Canada a augmenté. Parce que tu as moins de 5% de chances d'obtenir le 102,4 que tu as obtenu si le QI n'avait pas augmenté. Si le QI était toujours 100, tu aurais moins de 5% de chances d'obtenir ton fameux QI de 102,4 avec tes 60 personnes. Fait que soit le QI a vraiment augmenté ou tu es tombé sur un événement super rare qui a moins de 5% de chances d'arriver. OK, je vais te croire. Je vais te croire que le QI au Canada a augmenté. Mais, tu te rends compte qu'il y a une certaine probabilité qu'on se trompe, là. Il y a une certaine probabilité que le QI du Canada est toujours 100, sauf que tu as pris un échantillon, puis tu l'as pris d'une certaine manière, qu'il y avait des gens plus intelligents, puis ça a donné 102,4, mais ça prouve pas que le... Mais même si le QI au niveau du Canada est 100, tu te rends compte qu'il y a une probabilité qu'on est en train de se tromper en disant que le QI du Canada a augmenté. Elle est plus petite que 5%, hein? Ça je te comprends, mais elle est tout de même là. Et imaginons que votre ami dit « Oui, je suis d'accord avec ça. » Fait que dans ce scénario-là, vous et votre ami devriez sortir de ce scénario-là, non pas en disant « Je sais maintenant que mu a changé », que la moyenne du QI au Canada est plus que ça. Vous devriez sortir de ce scénario avec au niveau statistique, au niveau des probabilités, on a des bonnes raisons de croire. On a des bonnes raisons d'être plus confiant ou d'être plus certain que la moyenne du QI au Canada a en effet augmenté. Mais on n'a pas des preuves définitives. Mais on a des bonnes raisons de croire que ça a augmenté. Et non pas que ça a resté là. Okay? Et si on vous demandait, c'est quoi ces bonnes raisons? Ben, c'est qu'on a pris un échantillon, puis la moyenne de cet échantillon était en haut de la moyenne qu'on croit typiquement être celle de la population. Okay? Puis on a déterminé que les probabilités qu'on obtiendrait un échantillon comme ça, si la moyenne de la population était toujours 100, si elle n'avait pas changé, elles sont très très petites. Ce qui nous fait croire deux choses. Soit la moyenne de la population a en effet changé, ou on est tombé sur un échantillon qui est très rare. Les deux sont possibles, mais comme il est plus rare que 5%, dans ce cas-ci, on va dire, OK, probablement qu'elle a changé. Probablement qu'elle a augmenté la moyenne de la population au niveau du QI. Mais on reste conscient que ça se peut qu'on soit en train de se tromper. Ça se peut qu'on soit tombé sur cet événement rare où on a inclus des gens super intelligents dans notre échantillon sans faire exprès. Ça, c'est la logique du test hypothèse. J'espère que vous comprenez ça. Si vous ne comprenez pas, réécoutez-le, repensez-y par vous-même et essayez, laissez-moi savoir. Okay? Parce que ça, c'est vraiment la logique. Si vous comprenez ça, vous avez compris toute la logique. Le reste, c'est juste d'appliquer des chiffres à ça. Okay? En fait, la partie la plus complexe, elle revient ici, là où vous allez devoir calculer la probabilité d'avoir trouvé votre échantillon en présupposant que la moyenne est 100. Mais ça, c'est quoi? C'est les calculs de probabilité d'une moyenne. C'est ce qu'on a fait dans le dernier PowerPoint. Donc, il n'y a rien de nouveau techniquement ici. C'est juste de l'application. OK, alors, regardons un exemple. Prenez un premier exemple. Puis je reste en passant avec cet exemple de QI parce que ça me permet de travailler plus rapidement pour produire du matériel pour vous plutôt que de réfléchir à différents scénarios, mais ça peut s'appliquer à un paquet de scénarios, évidemment. Okay. Prenons un premier scénario. Exemple 1. Okay. Il est supposé que depuis les années 80, on sait ou on croit savoir que le QI des Canadiens se distribue avec les paramètres suivants. Mu est égal à 100, sigma est égal à 15. Okay.
Toutefois, vous avez des raisons, toutes sortes de raisons possibles, de croire que ce dernier a augmenté au fil des 40 dernières années. Vous avez des bonnes raisons de croire que ça a augmenté, mais vous aimeriez tester cette hypothèse-là, comme quoi ça a augmenté. Comment pourriez-vous tester votre hypothèse? Comment pourriez-vous être plus ou moins confiant de la véracité de votre hypothèse, comme quoi ça a augmenté? Étape 1. La première étape consiste à réaliser que dans le fond, votre test d'hypothèse, c'est un test qui se joue entre deux possibilités, qu'on va appeler l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Et donc, l'étape 1, c'est d'être très très clair sur quelle est l'hypothèse nulle et quelle est l'hypothèse alternative. Et donc, vous devriez écrire les deux hypothèses qui sont en compétition. Je commence avec l'hypothèse alternative parce que c'est celle qui est la plus facile à comprendre tout de suite. L'hypothèse alternative, c'est ce que vous croyez. OK? Et on la note souvent HA. H pour hypothèse, A pour alternative. Et l'hypothèse alternative, c'est que vous croyez que mu, donc la moyenne du QI des Canadiens, est plus grande que ça. Pourquoi? Parce que vous faites l'hypothèse que ça a augmenté, le QI a augmenté. Donc vous dites, sais-tu quoi? Moi, je crois que mu est plus grand que ça. Donc ça, c'est votre hypothèse alternative. En compétition ou en contraste à ça, en fait, ça c'est dans l'exemple, là, c'est quand votre ami vous arrivait et vous disait, moi, je pense que ça a augmenté. OK? Vous vous souvenez de ça? Votre ami vous disait, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça a augmenté. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Vous lui avez répondu, non, moi, je pense que tu n'as pas raison. C'est à toi de me montrer que tu as raison. Je n'ai pas besoin de te croire. Je vais prendre pour acquis que tu n'as pas raison, puis c'est toi qui dois me convaincre. Okay? Bien, en contraste à ça, c'est l'hypothèse nulle. Et l'hypothèse nulle, c'est l'inverse de ce que vous croyez. On l'appelle HO. Et ici, l'hypothèse nulle, si l'hypothèse alternative, c'est que l'intelligence moyenne des Canadiens est plus haute que ça, l'hypothèse nulle, c'est l'inverse de ça. C'est que le QI moyen chez les Canadiens est égal à 100 ou même plus petit que ça. Okay? Donc, l'hypothèse alternative, c'est moi, je pense que le QI canadien est plus grand que ça. Puis l'hypothèse nulle, c'est l'inverse. Moi, je pense que le QI moyen des Canadiens est plus petit ou même égal à ça, mais certainement pas plus grand que ça. Okay? Notez que dans ce contexte-là, présentement, là, on est dans un test d'hypothèse unidirectionnelle. Okay? En anglais, on appellera ça one-tail ou unidirectional. Mais on va utiliser les tables qu'on va utiliser pour régler les problèmes de probabilité vont souvent être en anglais, puis on va appeler ça one-tail. Okay? Pourquoi unidirectionnel? C'est parce qu'on fait l'hypothèse que le QI a changé dans une direction ici. Dans une direction spécifique. Il a augmenté. Okay? Donc, dans une direction. Si on faisait l'hypothèse qu'il a diminué à la place, si je remplaçais juste mon exemple pour dire qu'il a diminué, ça serait la même chose ici, mais vous avez des raisons de croire que ce dernier a diminué au fil des 40 dernières années. Comment pourriez-vous tester votre hypothèse? Okay? Bien, vous commenceriez en décrivant les deux hypothèses, l'alternative et la nulle. Okay? Mais votre alternative, ici, ça serait que mu, le QI moyen des Canadiens, est plus petit que ça, parce que votre hypothèse, c'est qu'elle a diminué. Là. Et votre hypothèse nulle, ça serait quoi? Ça serait que le QI moyen des Canadiens est plus grand ou égal à ça. OK? Je vais juste... Attendez un petit peu. Je vais juste... ce que je veux faire... En fait, je vais juste enlever les animations pour que vous puissiez voir la différence tout de suite entre les deux. Ouais, OK. OK. Ça, c'est si on faisait l'hypothèse qu'elle a augmenté, que le QI a augmenté. Ça, c'était l'hypothèse alternative et l'hypothèse nulle. Et ça, c'est si on fait l'hypothèse qu'elle a diminué. Ça, c'est l'hypothèse alternative et l'hypothèse nulle. Donc, regardez, quand on fait l'hypothèse que ça a augmenté,
Notre hypothèse alternative est que mu est plus grand que 100. Quand on fait l'hypothèse que ça a diminué, notre hypothèse alternative est que mu est plus petit que 100. Ça fait du sens, right? Retournons à augmenter. Quand on fait l'hypothèse que ça a augmenté, l'hypothèse nulle est l'inverse de ça. Donc, que ça a diminué ou que c'est égal à 100. Okay? Si on fait l'hypothèse que ça a diminué, ça va être l'inverse de ça. Que mu est plus grand ou égal à 100. Mais dans les deux cas, c'est un test d'hypothèse unidirectionnelle. Parce que dans le premier cas, si on présuppose que ça a augmenté, okay, notre hypothèse est que le QI a changé dans une direction, spécifiquement à la hausse. Si on fait l'hypothèse que le QI a diminué, c'est toujours un test d'hypothèse unidirectionnelle parce qu'on fait l'hypothèse que le QI a changé dans une direction spécifique à la baisse. OK? Mais il y a une troisième possibilité, un troisième genre d'hypothèse que quelqu'un pourrait avoir. Votre ami pourrait vous arriver et dire « Je pense que le QI a augmenté ». Ça serait unidirectionnel. Il pourrait arriver et dire « Je pense que le QI a diminué ». Ça serait unidirectionnel. Mais il pourrait arriver et dire « Je pense que le QI a changé ». Puis vous pourriez lui dire « Qu'est-ce que tu veux dire par ça? » Je sais pas, il pourrait avoir diminué ou changé, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au niveau social, médical dernièrement, puis je pense que l'impact de la COVID, tout ça, je pense que ça pourrait avoir changé le QI moyen. Et votre ami ne serait pas prêt à dire diminuer ou augmenter, mais juste changer. Il pourrait faire l'hypothèse que ça a changé. Dans tel cas, ça serait ça ici, là. Okay? Vous avez des raisons de croire que ce dernier a changé. Okay? Et dans ce cas-là, l'hypothèse alternative, ça serait que mu n'est pas égal à 100. Ce n'est pas des trucs de plus grand ou plus petit, là, parce qu'on fait juste dire ça a changé. Donc, mu n'est pas égal à 100. Et l'hypothèse nulle, ben, ça serait l'inverse. Mu est égal à 100. Bref, rien n'a changé. Et dans ce cas-ci, on serait dans un test d'hypothèse bidirectionnel, ou en anglais two-tailed, parce qu'en effet, on ferait l'hypothèse que le QI moyen a changé, mais que ce soit une augmentation ou une diminution. Tu sais? Alors, juste pour... je vais effacer les animations de ça aussi pour voir, OK, on va passer de augmenter à diminuer à changer. Regardez juste l'hypothèse alternative, l'hypothèse nulle. Okay, si je fais l'hypothèse que ça a augmenté, mon hypothèse alternative, c'est que mu est plus grand que 100. Bref, ça a augmenté. Mon hypothèse nulle est l'inverse, que mu est plus petit ou égal à 100. Si je fais l'hypothèse que ça a diminué, mon hypothèse alternative est que mu est plus petit que 100, évidemment. Je fais l'hypothèse que mu a diminué de ce qu'il était avant, 100. Donc, il est maintenant rendu plus petit que 100. Et mon hypothèse nulle, c'est l'inverse de ça, que mu est plus grand ou égal à 100. Okay? Et dans ces deux cas-là, c'est un test d'hypothèse unidirectionnelle, mais si je fais l'argument que ça a juste changé, okay? Que ça a juste changé, bien dans ce cas-ci, il n'y a pas de mu plus petit ou mu plus grand, c'est mu n'est pas égal à 100. Il pourrait être plus grand, il pourrait être plus petit, il n'est juste pas égal. Et l'hypothèse nulle, c'est l'inverse. Non, il n'y a rien qui a changé, mu est égal à 100, comme toujours. Et ça sera un test d'hypothèse bidirectionnelle. Et en effet, vous faites l'hypothèse que le QI moyen a changé, mais sans nommer de direction particulière. Pas à la hausse, pas à la baisse, juste bidirectionnel. OK. Mais là vous dites peut-être, mais là, on a commencé un exemple avec quelqu'un qui faisait l'argument que ça a augmenté, puis là, on a vu qu'il pourrait faire l'argument que ça a baissé, puis qu'il pourrait faire l'argument que ça a juste changé. Oui, en effet, là. Recommençons du début. Prenons l'exemple classique, là. Prenons l'exemple que votre copain dit que ça a augmenté. OK? On va juste aller avec augmenter. Voici comment on fait un test d'hypothèse. Donc, je recommence la lecture de ça. Il est supposé depuis les années 80 que le QI des Canadiens et Canadiennes se distribue avec les paramètres suivants. Mu est égal à 15, sigma est égal, mu est égal à 100, sigma est égal à 15. Toutefois, vous avez des raisons de croire que ce donné a augmenté au fil des 40 dernières années, pour toutes sortes de raisons. Comment pourriez-vous tester votre hypothèse comme quoi ce dernier a augmenté? Okay? Bien, tout d'abord, étape 1, écrivez les deux hypothèses en compétition. Je les ai déjà ici. En passant, j'aurais pas dû le mettre, mais ça fait rien. L'hypothèse alternative, c'est que le mu, donc la moyenne du QI des Canadiens, est maintenant plus grand que 100. Et l'hypothèse nulle, c'est l'inverse, que la moyenne des Canadiens est plus petite ou égale à 100. Okay? Et je les ai écrites ici.
juste pour qu'on s'en souvienne, parce qu'à un bout d'un moment, je vais effacer ça, mais je veux qu'on se souvienne de cette information-là. Donc ça, c'est les paramètres en passant de la population de départ. Et ça, c'est l'hypothèse, les deux hypothèses, nulle et alternative. OK? Remarquez, je parle alternative et nulle, mais ici, je les ai inversés, là. Nulle et alternative. Remarquez ça. OK. Le texte est toujours le même. Étape 2. Prendre un échantillon de N canadiens. N, ça veut dire quoi? Ben, le chiffre que vous voulez, là. Et calculer leur QI moyen. Bref, le X bar. OK, imaginons que vous prenez un échantillon de 60 Canadiens et Canadiennes et vous calculez un QI moyen de X bar est égal à 102,1. Voici les statistiques. Ça, c'est les paramètres de la population des Canadiens tels qu'on le présuppose. Il est présupposé que ceci est vrai. Voici les hypothèses et voici les statistiques de votre échantillon. Okay? Là, vous pourriez dire, ou votre ami pourrait dire, ah, tu sais, mon hypothèse est bonne. Ça a augmenté. À première vue, vous pourriez dire que votre hypothèse est bonne puisque 102,1 est plus grand que 100. OK? 102,1 est plus grand que 100. Puis, vous avez pris un échantillon de 60 personnes. Votre X bar de 102,1, vous pensez que ça représente probablement bien votre mu. Donc, le nouveau mu est en effet plus grand que 100. 102,1 est plus grand que 100. Mais attention! Quelle est la probabilité d'obtenir ce X bar de 102,1 si l'hypothèse nulle est vraie? Autrement dit, si il n'y a rien qui a changé, puis la moyenne de la population est toujours 100, ou même plus petit que 100. Okay? Ben, il faut calculer ces probabilités-là. Pour les besoins de la cause, là, je dis ici, on ferait mieux de comprendre. On sait que. Comment dire ça? Je vais dire simplement comme ça. Focusons moins sur le plus petit que et focusons plus sur le égal. Okay? Dans le fond, c'est quelle est la probabilité d'obtenir ce X bar de 102,1 si l'hypothèse nulle est vraie et rien n'a changé? C'est ça que je veux dire. OK? Si l'hypothèse nulle est vraie puis rien n'a changé. Mais, ça se pourrait que ça a changé vers la baisse, mais allons-y avec juste si mu est toujours égal à 100. OK? Bon. Donc, je reviens ici, là. Quelle est la probabilité d'obtenir ce X bar de 102,1 avec 60 personnes si l'hypothèse nulle est vraie? Autrement dit, entre autres, si mu est égal à 100. Ou même plus petit, mais focusons sur le égal à 100. OK? Ben, si c'est assez probable, vous devriez être peu convaincu qu'il y a eu une réelle augmentation dans le QI moyen des Canadiens. Parce que votre échantillon, oui, donnait un X-bar de 102,1 qui était plus gros que 100. D'accord, plus grand que 100, d'accord. Mais si vous trouvez que c'est assez probable de trouver un échantillon de 102,1 avec une population dont mu est égal à 100, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Ça arrive juste par hasard. Ça va arriver. Ça ne veut pas dire que le mu est plus grand. Là. Ça peut arriver que ça, c'est vrai. Puis vous prenez un échantillon de 60 personnes puis vous trouviez ça. C'est pas rare. Là. Ça ne veut pas dire que le mu est faux puis que ça a augmenté. Là. OK. Donc, si c'est assez probable, vous devriez être peu convaincu qu'il y a une réelle augmentation dans le QI moyen mu des Canadiens. Vous pourriez vous tromper, mais vous devriez être relativement peu convaincu. Toutefois, si c'est très peu probable, si c'est très peu probable, si les lois de la probabilité disent que si ça c'est vrai, que rien n'a changé, puis que mu est égal à 100, puis sigma est égal à 15, et que vous prenez un que le fait de tirer un échantillon de 60 personnes puis d'obtenir ce X-bar-là, c'est très, très, très peu probable si ça est toujours vrai, bien là, vous seriez justifié de croire qu'en effet, votre échantillon que vous avez pigé, les probabilités d'obtenir ce 102,1 là étaient très improbables, très peu probables, si on présuppose que rien n'a changé. Donc, ce serait probablement justifié de croire qu'il y a probablement eu une réelle augmentation dans le QI moyen des Canadiens. Vous pourriez vous dire, ouais, mais peut-être pas, peut-être qu'on est juste tombé sur cette chose qui était très peu probable. C'est vrai. Okay? Mais
peut-être aussi que c'est juste que le paramètre mu a augmenté. Mais là, très peu probable, pas assez probable. À quel point est-ce qu'on décide que quelque chose est assez peu probable pour qu'on dise que ça a probablement augmenté, que le paramètre a probablement augmenté? Ben, bref, c'est quoi notre critère pour dire que c'est très peu probable? C'est à partir de quel critère est-ce qu'on va dire OK, je te crois, cet échantillon-là et ce qu'on a trouvé avec est quand même très très peu probable si on estime que l'hypothèse nulle est vraie et qu'il n'y a eu aucun changement. Là. À partir de quel point est-ce qu'on met ce critère-là, cette barrière-là? Mais en psychologie, on utilise typiquement un seuil de 0,05. On appelle ça un seuil de significativité. Passé ce seuil-là, la différence, on dit qu'elle est significative. 0,05, donc 5%. Autrement dit, en psychologie, on considère que s'il y a moins de 5% de chances d'obtenir ce X bar-là, en prenant pour acquis que ça est vrai, okay? Parce qu'on peut calculer, là, on peut calculer la probabilité d'obtenir ça si on considère que ça est vrai. Et si cette probabilité-là est plus petite que 5%, on va dire qu'il y a des bonnes chances que l'hypothèse nulle soit fausse, et donc on va croire plus à l'hypothèse alternative. C'est la plus crédible des deux. OK? Donc, c'est toujours mon texte ici, là. Donc, ma troisième étape, ce serait de choisir le seuil de significativité, la probabilité à partir de laquelle on juge que l'hypothèse nulle est probablement fausse. On va aller avec la plupart des recherches en psychologie, puis prendre 5%. OK? En passant, ce seuil de significativité-là, juste pour rendre les choses plus compliquées, on l'appelle souvent alpha. Okay? Donc, en psychologie, on utilise un alpha de 0,05. 5%. Et c'est ce qu'on va utiliser nous-mêmes dans notre test d'hypothèse. 0,05. Okay? Comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que... Okay? Ça veut dire que si vous tirez, dans ce cas-ci, un échantillon et une moyenne qui est plus haute que 100, et imaginons que vous en avez tiré une, vous allez juste considérer qu'elle prouve, vous allez juste considérer, je ne veux pas dire qu'elle prouve, mais vous allez vous demander c'est quoi les chances d'avoir obtenu ça si ça est vrai, s'il n'y a rien qui a changé, si ça est vrai. Et si vous avez moins de 5% de chance, vous dites c'est rare comme événement, probablement que ça a changé. Probablement que ça n'est plus vrai, que l'hypothèse nulle a changé et qu'en effet, mu est maintenant plus grand que 100, comme peut-être 102, par exemple. C'est vraiment important de comprendre ça. Alors, dans mon étape 3, je choisis mon seuil de 0,05. OK? Je choisis, c'est celui que je veux. J'aurais pu prendre 0,01, je vais prendre 0,05. OK? Mon étape 4, c'est de trouver les propriétés de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des échantillons de n égale 60. Si on présuppose que rien n'a changé. Et autrement dit, si je présuppose que ça c'est vrai, que les paramètres ici sont toujours vrais, qu'il n'y a rien à changer, okay? et que je prenais une infinité d'échantillons de 60 personnes et que je dressais une distribution d'échantillonnage de la moyenne, quelle serait ces caractéristiques à elle? Pourquoi je voudrais savoir ça? Parce que c'est ça qui va me permettre de déterminer quelles étaient les chances de piger cet échantillon-là. Puis que si j'avais moins de 5% de chance, je vais considérer que probablement l'hypothèse nulle est fausse. Donc, étape 4, c'est quoi les propriétés de la distribution d'échantillonnage? Bien, vous savez, 1, elle sera gaussienne, ce qui va nous permettre d'utiliser la table des Z. 2, sa moyenne à elle va être 100. Okay, voir le théorème de la limite centrale. Et 3, son erreur type sera 15 divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans mes échantillons, 60. 15, pourquoi? C'est l'écart type de la population. 60, pourquoi? C'est le nombre de personnes dans mes échantillons. Égal à 1,93. Okay, on va garder ça en tête. J'ai tout mis ici en haut. Là. Les paramètres, la population de départ, les hypothèses, la nulle, l'alternative, ce que j'ai trouvé avec mon échantillon et la distribution d'échantillonnage des moyennes, ses caractéristiques à elle. OK?
L'étape 5, c'est que notre échantillon de n est égal à 60, il nous avait donné une moyenne de 102,1. On veut maintenant évaluer les probabilités d'avoir obtenu une telle moyenne ou plus. Okay? Alors, ce que ça nous prend, et on peut le faire parce qu'on a une distribution d'échantillonnage des moyennes ici, mais il va falloir tout standardiser. Okay? Donc, il va falloir standardiser notre 102.1 qu'on a trouvé. Vous savez comment standardiser une moyenne. Okay? C'est la moyenne moins la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes sur l'erreur type. Et donc, ça va donner Z de 102.1, ce qui est la moyenne qu'on a trouvée avec 60 personnes. C'est 102.1 moins 100, ce qui est la moyenne ici. Okay. Divisé par 1.93, ce qui est l'erreur type ici. Et ça donne 1.09. Donc, ce que ça dit, ça, en gros, c'est que la moyenne que vous avez obtenue, elle est à 1.09 erreur type de la moyenne des moyennes dans la distribution d'échantillonnage des moyennes. Okay. Étape 6, ce qu'on peut faire, c'est visualiser la zone sous la courbe où la probabilité qui représente la probabilité que Z soit égal ou plus grand que 1.09. Ça, c'est le 1.09 qu'on a trouvé. Et ça, c'est la probabilité sous la courbe qui représente... en fait, ça représente la probabilité qu'un échantillon soit de 102.1 ou plus. Okay. Maintenant, souvenez-vous que si ce pourcentage est plus petit que 5%, on va considérer que l'échantillon que nous avons pigé est rare et que par conséquent, HO est probablement fausse. Hypothèse nulle est probablement fausse. Alors, quelle est cette probabilité-là? Okay. Bien, on a trouvé que la moyenne qu'on avait obtenue que notre échantillon était associé à un score Z de 1.09. Donc, on peut se demander, bien, c'est quoi la probabilité d'obtenir un score Z de 1.09 ou plus? Souvenez-vous, avec la table des Z, on ne peut pas demander la probabilité d'un score Z de 1.09. That's it. C'est tout le temps des distances, des sections. Donc, on peut dire 1.09 ou plus. C'est vraiment ce qu'on veut savoir. C'est quoi la probabilité d'obtenir un score Z de 1.09 ou plus? En d'autres mots, c'est quoi la probabilité d'obtenir une moyenne avec 60 personnes de, c'était quoi, 102.1? Ouais, 102.1 ou plus. Okay? Bien, si vous calculez ça, avec ce que vous savez de la table des Z, donc vous avez votre distribution d'échantillonnage des moyennes ici, mais on a standardisé le tout, donc la moyenne des moyennes, si on veut, est 0, puis l'erreur type est une valeur de 1. Ici, on a 1.09 qui représente le spot où tombe notre moyenne de 102.1 qu'on a calculé. Et vous avez juste besoin d'aller dans la table des Z. Bien, vous savez que tout ce qui est à droite, c'est 50%. Tout ce qui est de la moyenne jusqu'à 1.09, vous allez à 1.09, 36.21. 36.21. Donc, vous savez qu'ici, le pourcentage, c'est 13.79. Ça veut dire que la probabilité d'obtenir un échantillon de 60 personnes et que cet échantillon de 60 personnes-là donne 102.1, qui standardisé donne 1.09, tout le temps en présupposant qu'on a pigé des échantillons à partir de ça, là, d'une population dont mu est égal à 100, sigma est égal à 15, la probabilité est de 13.79. Autrement dit, si HO est vrai, ici, et qu'il n'y a pas eu de changement, oui, on pourrait dire que la mu est égale ou plus petit que 100, mais je vous ai dit, focussez plus sur le égal. Okay? Si l'hypothèse nulle est encore vraie, et qu'il n'y a pas eu de changement, la probabilité qu'on ait obtenu ce 102.1 avec notre échantillon de 60, là, elle est de 13.79. Ceci est plus grand que notre alpha de 5% que nous avions choisi. On a plus de 5% de chances d'obtenir un échantillon comme ça. Donc, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. Conclusion, on n'a pas des preuves assez fortes que l'intelligence moyenne des Canadiens a augmenté. Bref, conclusion, vous diriez à votre ami, oui, tu as trouvé un échantillon
dont la moyenne est en effet plus grande que ce qu'on pense être la moyenne de la population. Mais, sais-tu quoi? Il y a quand même presque 14% de chances de trouver un échantillon comme ça si mu est égal à 100. So, je suis pas convaincu. Si tu avais trouvé quelque chose qui avait moins de 5% de chance, j'aurais été plus convaincu. Mais là, tu es presque à 14% de chance. C'est quand même, tu sais, c'est intéressant, mais je suis pas convaincu. Je suis pas prêt à rejeter mon hypothèse à moi comme quoi il n'y a rien qui a changé. Hypothèse nulle, bref. Et ça, c'est le test d'hypothèse en 6 étapes. Certaines personnes vont le faire en différents nombres d'étapes. Là. Moi, je le mets en 6 typiquement. Okay? Maintenant, il y a façon de faire ça un petit peu plus simple. Et ce que je veux dire par là... attendez, je me perds dans mon PowerPoint. Là. OK, je vais juste passer à travers ça parce que j'ai travaillé pour faire ça, fait que je vais juste le lire. Là. Autrement dit, si l'intelligence moyenne des Canadiens est mu est égale à 100 et sigma est égal à 15, et que l'on pige un échantillon de 60 personnes, on a plus de 5% de chance, 13,8% en fait, c'est ça ici, que cet échantillon ait une moyenne de 102,1 ou plus. Donc, on considère que l'échantillon qu'on a tiré n'est pas improbable. Il est définitivement plus probable que 5%, donc on considère qu'il n'est pas improbable. Si l'intelligence moyenne des Canadiens est bien, mu est égal à 100, si rien n'a changé. Par conséquent, on n'a pas vraiment des raisons de croire que les paramètres de la population ont changé. OK? Mais il y a une façon plus directe de faire ça. C'est la suivante. C'est que... comment est-ce que je peux vous dire ça? Il y a façon de faire ça sans avoir à calculer ça ici. Où est ma flèche? Sans avoir à calculer la probabilité de trouver cet échantillon-là si on postule que l'hypothèse nulle est vraie. Il y a façon de faire sans avoir à tout faire ça ici. Tout ce que vous savez à savoir, okay, c'est que dans une distribution normale qui est standardisée, le point de coupure, le Z, à partir duquel il y a 5% de chance ou moins, okay, il est à 1,645. En d'autres mots, là, notre moyenne était tombée à 1,09 là, ici, nous autres. Il aurait fallu qu'elle tombe par-dessus 1,645 ici. Et 1,645, c'est quoi? C'est le score Z à partir duquel il y a seulement 5% des données dans la distribution d'échantillonnage des moyennes qui se situe là. OK? D'où on prend 1,645? Ben, suivons la logique. On sait qu'il y a 50% du côté droit complètement. Mais nous, on cherche la zone à partir de laquelle il y a juste 5% qui reste. Ça veut dire qu'on a besoin de 50 moins 5, 45. Donc, ça nous prend le score Z qui, à partir de la moyenne, entre la moyenne et ce score Z-là, il y a 45% des données. Okay? Et si on cherche dans la table ici pour 45% des données, il est entre 44,95 et 45,05. Okay? Il est entre ces deux-là. Et donc, c'est 1,64,5. C'est pas 1,64, c'est pas 1,65, c'est 1,645. Parce que 1,64 est juste en dessous, puis 1,65 est juste au-dessus de 45. Okay, ça, c'est 44,95, ça, c'est 45,05. Donc, ce qu'on veut, c'est 45 précisément, donc c'est 1,645. Okay? Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez très bien penser, au lieu de calculer les probabilités d'obtenir votre échantillon, vous pourriez vous dire que votre seuil, si vous allez avec un alpha de 5%, ce que je vous recommande, qu'on va tout le temps faire en fait, là, parce que la psychologie fait ça, mais on ne serait pas obligé. Mais si on va avec un alpha de 5%, notre zone à partir de laquelle on rejette l'hypothèse nulle, elle est ici. Elle est délimitée par un Z de 1,645. Le Z est égal à 1,645. C'est notre seuil pour rejeter l'hypothèse nulle. Si on a choisi un alpha de 0,05, en effet. Si on avait choisi un alpha, par exemple, de 0,01, de 1%,
elle serait plus basse. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que 5% des données, dans une distribution d'échantillonnage des moyennes, 5% des données tombent dans la zone qui est délimitée par 1.645 ou plus. Et on va appeler ça la zone de rejet de l'hypothèse nulle. Et par convention, on va appeler le score Z que vous avez calculé, le 1.09 que vous avez calculé, on va appeler ça le Z observé. Et on va appeler ce truc-là, le 1.645, on va utiliser ça, appeler ça le Z critique, le Z de la zone de rejet. Okay? N'oubliez pas, le 1.645, ça va toujours être la même chose si vous utilisez un alpha de 0.05 et je vous recommande de toujours utiliser un alpha de 0.05. Donc, ce que je vous dis, c'est que quand vous aurez calculé votre Z observé, vous pouvez toujours le comparer au Z critique de 1.645. Et la logique, pardon, est que si votre Z observé 1.09, ce qu'on avait obtenu ici, là, okay? Le Z qui représente votre moyenne, si votre Z observé 1.09 est plus petit que votre Z critique, ici, et c'est en effet le cas, okay, il est plus petit, il n'y a pas assez de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle. Il aurait fallu que votre Z observé, que vous avez calculé, soit comme à, je sais pas moi, 2,1 par exemple. Ça serait tombé dans la zone de rejet par-dessus le Z critique de 1.645, puis vous auriez dit, ah, il y a moins de 5% de chance de trouver cet échantillon-là. Donc, dans le futur, faites juste comparer votre Z observé, que vous avez calculé, au Z critique de 1.645. Hein? Et on va le voir ça. Pour savoir si vous rejetez l'hypothèse nulle ou non. Si votre Z observé tombe dans la zone de rejet, vous rejetez votre hypothèse nulle. S'il ne tombe pas dans la zone de rejet, vous ne rejetez pas votre hypothèse nulle. Et vous dites qu'il n'y a pas eu de changement ou que la personne a tort. Okay? Alors, mettons tout ça en pratique dans un deuxième exemple. OK. Là, juste pour vous vendre le punch, l'exemple qu'on vient de voir, c'est l'exemple dans lequel un ami vous disait il faisait l'hypothèse qu'un ami ou bien vous, là, ah oui, c'est vous. Okay. L'exemple qu'on vient de voir, c'est un exemple dans lequel vous faisiez l'hypothèse que le QI avait augmenté et puis vous avez fait le test d'hypothèse puis vous êtes rendu compte à la fin que vous n'aviez pas assez de raisons de rejeter l'hypothèse nulle. Donc, vous avez conclu, non, probablement que j'ai pas raison, ça n'a pas augmenté. Okay? En passant, un test d'hypothèse, c'est un test dans lequel on essaie de voir si on peut rejeter l'hypothèse nulle. Okay? C'est ça qu'on fait dans un test d'hypothèse. C'est pas qu'on essaie de prouver l'hypothèse alternative, qu'on a raison, c'est qu'on essaie de rejeter le contraire de ce qu'on pense. On essaie de rejeter l'hypothèse nulle. En d'autres mots, on essaie de dire l'hypothèse nulle est tellement peu probable que c'est probablement l'hypothèse alternative qui a raison. Okay. Ici, on va voir un autre contexte qui est exactement le même que le dernier, sauf que je vais m'arranger avec le gars des vues pour qu'on ait raison dans notre hypothèse alternative. Okay? Bref, pour que le mu ait vraiment changé. Donc, même truc ici, il est supposé depuis les années 80, le QI des Canadiens se distribue avec les paramètres suivants, mu est égal à 100, sigma est égal à 15. Toutefois, vous avez des raisons de croire que ce dernier a augmenté au fil des 40 dernières années. Comment pourriez-vous tester votre hypothèse? Première chose, écrivez vos deux hypothèses en compétition. L'hypothèse alternative, évidemment, ici, est que mu est plus grand que 100. L'hypothèse nulle est l'inverse, que mu est plus petit ou égal à 100, mais je vous demande encore une fois de focusser plutôt sur le égal. Voici les hypothèses et les paramètres ici. Voici notre texte, toujours qui n'a rien changé. Étape 2, prendre un échantillon de Canadiens et calculer leur QI moyen, le X-bar, bref. Imaginons que vous prenez un échantillon de 120 personnes et que le QI moyen est de 103. All right. À première vue, vous pourriez vous dire que votre hypothèse est bonne puisque 103 est plus grand que 100. Okay? Ce qui est votre hypothèse alternative. Mais attention, quelle est la probabilité d'obtenir ce X-bar de 103 si l'hypothèse nulle était vraie? Autrement dit, si mu était, encore une fois, je vous demande de focuser sur le égal, là, si rien n'a changé, bref, si mu est toujours égal à 100, même s'il était plus petit, mais restons sur égal pour l'instant. Si c'est assez probable,
vous devriez être peu convaincu qu'il y a eu une réelle augmentation dans le QI moyen des Canadiens. Toutefois, si c'est très peu probable de trouver un échantillon avec des statistiques comme ça, si on présuppose que rien n'a changé dans les paramètres, si c'est très peu probable, vous seriez justifié de croire qu'il y a probablement eu une réelle augmentation dans le QI moyen des Canadiens. Encore une fois, mais quel serait votre critère pour dire que c'est très peu probable? Eh bien, on va utiliser le fameux 5%. Okay? Donc, nous choisissons un alpha de 0,05, 5%. Okay? Tout de suite, on peut dire, ce qu'on a vu là à la fin de l'exemple 1, si je choisis un alpha de 5%, ça veut dire que ma zone de rejet, okay, puis en passant, ma zone de rejet ici, elle est à droite parce qu'on est dans un contexte où on fait l'hypothèse que la moyenne a augmenté. Si on faisait l'hypothèse que la moyenne a diminué, on serait à la gauche. On verra ça plus tard. Mais donc, on est à droite ici. Puis ma zone de rejet de 5%, okay, son seuil, c'est un Z critique de 1,645. Donc, notre Z critique pour la zone de rejet est de 1,645. Qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois calculer le score Z associé à un échantillon, à cet échantillon-là, okay, et voir si, en effet, il tombe dans la zone de rejet ou non. OK, bien faisons ça. Trouvons les propriétés tout d'abord de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des échantillons de n est égal à 120. Si on présuppose que mu est égal à 100, puis sigma est égal à 15, c'est ça qui va me permettre de transformer ma moyenne, mon x-bar ici en score z, right? Je ne peux pas transformer ma moyenne, mon x-bar ici en score z en utilisant ça. Là. Ça, c'est des scores bruts. J'ai besoin de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour ça. Donc, si je calcule cette distribution d'échantillonnage des moyennes, je sais que sa moyenne va être égale à 100, son erreur type va être égale à 15, l'écart type de la population de départ, divisé par la racine carrée de 120, le n ici, 1,37. OK, ceci me permet de standardiser mon x-bar de 103, de le transformer en z observé. C'est ça que ça veut dire. Avec la formule suivante, que je fais ici, et ça me donne 2,18. 2,18, c'est mon z observé. 1,645, c'est mon z critique. Qu'est-ce que vous voyez? Bien, vous voyez que votre z observé de 2,18, où est ma petite flèche? Ici, que vous voyez ici, okay, c'est celui qu'on a calculé ici, là. Mais vous voyez qu'il est à l'intérieur de la zone de rejet, dans laquelle il y a 5% de chance ou moins qu'une moyenne tombe ici, délimitée par un Z critique de 1,645. Donc, votre Z observé, 2,18, est-il plus grand que le Z critique 1,645? Réponse, oui. Donc, il tombe dans la zone de rejet. Et donc, ça veut dire que vous dites, il y a moins de 5% de chance si rien n'a changé, j'ai moins de 5% de chance d'avoir trouvé un échantillon comme ça. C'est donc rare. Pourquoi c'est rare? Ben, peut-être parce qu'on est tombé sur quelque chose de rare, mais peut-être aussi que c'est parce que les paramètres ont changé. Et en effet, le mu n'est plus 100 ou quelque chose d'autre, comme 102 ou 103, ou quelque chose comme ça, tu sais. Donc, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle. Et donc, vous pourriez dire, ben, je rejette l'hypothèse nulle. Et donc, on a des... Mais ça ne prouve pas ça en passant, là. Ça ne prouve pas que la moyenne du QI de la population canadienne est plus grande que 100, là. Ça ne le prouve pas. C'est juste que statistiquement, ça vous rend pas mal plus convaincu qu'avant. Parce que vous dites, les chances sont tellement rares qu'on ait pris un échantillon comme ça, si le mu est toujours égal à 100, que... Ben, on a des bonnes raisons de croire que mu est probablement plus grand que 100. Oui, on pourrait se tromper. Mu pourrait être égal à 100, puis on pourrait tomber sur un échantillon qui était juste très élevé. Mais les chances de ça sont juste 5% ou moins. So, probablement que mu a vraiment augmenté. Okay? C'est comme ça fonctionne. C'est pas pour prouver. C'est pour que vous soyez plus confiant de votre hypothèse alternative, puis moins confiant de votre hypothèse nulle. OK? Reprenons ça avec un troisième exemple. OK, celui-ci est arrangé avec le gars des vues pour que la différence ici, en fait,
Dans le premier exemple que je vous ai montré, on faisait une hypothèse unidirectionnelle comme quoi le QI avait augmenté puis on n'avait pas réussi à rejeter l'hypothèse nulle la première fois. La deuxième fois, on faisait aussi l'hypothèse que le QI avait augmenté, donc unidirectionnel, et on avait trouvé que oui, on pouvait rejeter l'hypothèse nulle et donc probablement que ça avait augmenté. Là, ici, dans l'exemple 3, c'est arrangé avec le gars des vues. Imaginons qu'on fait l'hypothèse que ça a diminué. Mettons-nous dans un contexte où vous pensez que, je parie que le QI a diminué, okay, au fil des 40 dernières années. All right? Il était assumé que mu était égal à 100, sigma est égal à 15, mais vous avez des raisons de croire que ça a diminué. À cause que vous faites l'argument que ça a diminué, votre zone de rejet, là, qui était ici tantôt, okay, vous n'allez plus jouer dans le côté droit, vous allez maintenant jouer dans le côté gauche. Right? Voyons voir. Attendez, il faut que je vérifie ma batterie, ce sera pas là. OK. Donc, étape 1, écrivez les deux hypothèses en compétition. Vous pensez que ça a diminué, donc votre hypothèse alternative, c'est que le mu est maintenant plus petit que 100. L'hypothèse nulle, c'est l'inverse, que le mu est plus grand ou égal à 100. Mais encore une fois, je vous demande de focusser sur le égal à. Okay? Deuxième étape, prenez un échantillon de Canadiens et calculez leur QI moyen, le X-bar. Imaginons que vous prenez un échantillon de 200 Canadiens-Canadiennes et que le QI moyen est de 98,14. À première vue, vous pourriez vous dire que votre hypothèse est bonne, votre hypothèse alternative, puisque 98,14 est en effet plus petit que ça. Mais attention, quelle est la probabilité d'obtenir ce X-bar de 98,14 si l'hypothèse nulle est vraie? Autrement dit, si rien n'a changé. Si mu est égal ou plus grand que 100, mais encore une fois, focusons sur si mu est égal à 100. Si mu est égal à 100, ça serait quoi les probabilités d'obtenir 98,14? Si c'est assez probable, vous devriez être peu convaincu qu'il y a eu une réelle augmentation dans le QI moyen des Canadiens. Toutefois, si c'est très peu probable, vous seriez justifié de croire qu'il y a probablement eu une réelle diminution dans le QI moyen des Canadiens. Blablabla. Vous choisissez dans l'étape 3 un alpha toujours de 0,05, 5%. Donc, votre Z critique pour la zone de rejet va être moins 1,645. Tantôt, c'était 1,645 parce qu'on faisait l'hypothèse que ça avait augmenté. Ici, on fait l'hypothèse que ça a diminué. On travaille dans le côté gauche de la distribution, donc moins 1,645. Votre zone de rejet, bref, est ici, à moins 1,645. Pour rejeter l'hypothèse nulle, il faudra que votre Z observé soit plus petit que le Z critique. Bref, il faudra qu'il tombe dans la zone de rejet dans laquelle il y a 5% de chance ou moins d'obtenir une moyenne qui se situe ici. All right. Trouvons donc les propriétés de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des échantillons de 200, parce qu'on a pris un échantillon de 200, nous autres. Fait qu'on voudrait savoir comment se distribuerait une distribution d'échantillonnage des moyennes si on prenait des échantillons de 200. Et si on présuppose qu'on prenait ça d'une distribution dont mu est égal à 100 et sigma est égal à 15. Toujours les trois choses. On sait qu'elle serait gaussienne, ce qui nous permet d'utiliser la table des Z. On sait que sa moyenne serait égale à 100 et son erreur type serait égale à 15, l'écart type de la population de départ, divisé par la racine carrée de 200, le nombre de personnes dans les échantillons, 1,06. Alright, avec ça, on peut maintenant calculer notre Z observé en le standardisant, notre moyenne qu'on a obtenue, je veux dire. On a obtenu une moyenne de 98,14. Standardisons ça. Calculons notre Z observé. Okay? 98,14 moins 100 divisé par 1,06. 1,06 évidemment étant l'erreur type ici. Right? Ça donne moins 1,75. Ça c'est notre Z observé. Moins 1,75. Comment se situe-t-il par rapport au Z critique? Eh bien, évidemment, moins 1,75, comme vous pouvez voir, se situe en dessous de moins 1,645. Il est donc à l'intérieur de la zone de rejet. Ça veut donc dire qu'il y a 5% de chance ou moins d'avoir obtenu, si l'hypothèse nulle est vraie et que rien n'a changé, que mu est égal à 100, il y a 5% de chance ou moins d'avoir obtenu une moyenne avec 200 personnes de 98,14. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle, voulant que mu est égal à 100 ou plus grand que 100.
Et on peut être plus confiant qu'il y a eu une réelle diminution au sein du QI de la population. Il faut que je dise ça encore. On peut être plus confiant qu'en effet, il y a eu une diminution. Mais ça ne veut pas dire que ça prouve. Il reste, en effet, 5, 4, peut-être moins % de chances qu'on ait juste trouvé un échantillon comme ça par hasard alors que rien n'a changé. Mais c'est très peu de chance. Alors, on va mettre notre argent où? On va mettre notre argent sur ce qui semble le plus raisonnable, qu'en effet, il y a eu une diminution réelle dans le QI. Et non pas sur le fait qu'on est tombé sur le 5% de chance ou moins d'avoir trouvé un échantillon qui était artificiellement plus petit, par exemple. Et donc ici, on rejette l'hypothèse nulle. Okay, on continue comme ça. Quatrième exemple. Ici, j'ai un autre exemple où est-ce qu'on fait l'argument que ça a diminué. OK? Même chose. Mu est égal à 100, sigma est égal à 15, vous faites l'argument, vous faites l'hypothèse que ça a diminué. On recommence. Étape 1. Quelles sont vos deux hypothèses en compétition? Hypothèse alternative, mu est maintenant plus petit que 100. Hypothèse nulle, l'inverse. Mu est maintenant plus grand ou égal à 100. Focusons sur le égal, OK? Deuxième étape. Prenez un échantillon de Canadiens et calculez leur QI moyen, X bar. Imaginons que vous prenez un échantillon de 75 Canadiens et que le QI moyen, X bar, est de 98,32. All right. À première vue, vous pourriez vous dire que votre hypothèse est bonne. Alternative, je veux dire, puisque 98,32 est en effet plus petit que 100. Hein? Ce qui dit ça ici. Et n'oubliez pas, vous diriez ça parce que vous prenez pour acquis que votre X bar représente le mu. Hein? Vous dites, ben, si mon X bar représente le mu, puis j'ai 98,32, ça veut dire que probablement que le mu est en effet plus petit que 100. Mais attention, quelle est la probabilité d'obtenir ce X bar de 98,32 si l'hypothèse nulle était vraie? Autrement dit, si mu était égal à 100, s'il n'y a rien qui a changé. Okay? Encore une fois, je vous demande de focuser sur le égal ici. Si mu était égal à 100, il n'y a rien qui a changé. Je commençais à être assez confortable avec ça ici. Donc, je vais passer directement au fait qu'on va choisir un alpha de 0,05, comme toujours, 5%. Donc, notre zone critique pour la zone de rejet est moins 1,645. Ça, c'est notre Z critique. Voici la zone de rejet. Okay. On va standardiser notre moyenne qu'on a obtenue. Et si elle tombe à l'intérieur de la zone de rejet, on va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Mais pour standardiser ce 98,32, ça nous prend la moyenne et l'erreur type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, d'où est pris, dans le fond, cet échantillon-là. Et donc, trouvons les propriétés de la distribution de l'échantillonnage des moyennes pour des échantillons de n égale 75, si on présuppose que rien n'a changé. Sa moyenne serait 100, son erreur type serait 15, divisé par la racine carrée de 75, les nombres ici, 1,73. Excellent. On va maintenant standardiser le X-bar qu'on a trouvé, qui était de 98,32. Quand on le standardise, ça va nous donner notre Z observé. On le standardise, ça nous donne moins 0,97. C'est notre Z observé. Comment se compare-t-il à notre Z critique? Eh bien, il est plus haut que le Z critique. OK? Oups, j'ai ça ici, pardon. Il est plus haut que notre Z critique. Il est en effet ici. Donc, il ne tombe pas dans la zone de rejet du tout. Et donc, ceci veut dire que il y a plus de 5% de chances qu'on ait obtenu ces statistiques-là avec notre échantillon si on présuppose que rien n'a changé et que mu est toujours égal à 100. Okay? Donc, on ne rejette pas l'hypothèse nulle, voulant que mu est plus petit ou égal à 100. Oui, c'est ça. Attendez, je vois un petit problème dans mon truc. Oui. Donnez-moi une seconde. Vous voyez, le signe ici est inversé. Attendez, je vais juste le régler. Voilà. Donc, on ne rejette pas l'hypothèse nulle, voulant que mu est plus grand ou égal à 100, mais encore là, on focus sur 100. Focus sur égal. Okay? Donc, conclusion, on n'a pas assez de preuves, des preuves assez fortes que l'intelligence moyenne des Canadiens a diminué. Ce que ça veut dire, en d'autres mots, ce qu'on veut dire, c'est oui, tu as pris un échantillon, puis oui, le X-bar que tu as trouvé était plus bas,
Sauf qu'il y a plus de 5% de chances de trouver un échantillon qui était plus bas que la moyenne de 100, là, le mu, si cet échantillon-là provient d'une distribution dans laquelle le mu est égal à 100. Tu sais, t'as plus de 5% de chance. Donc, c'est pas assez pour me faire rejeter l'hypothèse nulle. Et n'oubliez pas, l'hypothèse nulle est toujours celle que vous avez par défaut. Vous essayez de la rejeter. Okay? Là, il faut que je branche mon ordi. Je reviens. OK. Exemple 5. Toujours la même chose. OK, juste pour vous montrer, ce qu'on vient de faire, évidemment, c'est une unidirectionnelle qui allait vers la gauche, là, où on présupposait, on faisait l'hypothèse qu'il y avait eu une diminution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un test d'hypothèse bidirectionnelle et vous allez voir un petit changement. Okay? Mais restons avec le même scénario. Depuis les années 80, on présuppose que le QI des Canadiens se distribue avec les paramètres suivants, mu est égal à 100, sigma est égal à 15. Toutefois, vous avez des raisons de croire que ce dernier a changé. Vous n'êtes pas prêt à dire que ça a diminué ou augmenté. Vous voulez juste démontrer que ça a changé au fil des 40 dernières années. On est ici dans un contexte bidirectionnel, en anglais two-tail. OK? Comment pourriez-vous faire pour tester votre hypothèse? Mu est égal à 100, sigma est égal à 15, ça c'est les paramètres. Étape 1. Écrivez les deux hypothèses en compétition. Hypothèse alternative, ce que vous pensez, mu n'est pas égal à 100. Autrement dit, ça a changé. Hypothèse nulle, l'inverse de ce que vous croyez, mu est égal à 100. OK? Ça, c'est nos deux hypothèses en compétition. Étape 2. Prendre un échantillon de Canadiens et calculer leur QI moyen, X bar. Imaginons que vous prenez un échantillon de 900 Canadiens et que le QI moyen que vous calculez est de 101,1. À première vue, vous pourriez vous dire que votre hypothèse est bonne, votre hypothèse alternative, je veux dire, puisque 101,1 n'est pas égal à 100. Mais attention, quelle est la probabilité d'obtenir ce X-bar de 101,1 avec 900 personnes si l'hypothèse nulle est vraie et que mu est en effet égal à 100? Hein? Si cette probabilité-là est plus petite que 5%, vous allez pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Okay? Je m'avance là, mais vous comprenez. La différence, toutefois, c'est que dans un test bidirectionnel, en fait, vous allez le voir. Encore une fois, ça vous connaissez ça. Okay? Si c'est très peu probable, là, on utilise oups, comme petite erreur, je reviens. OK, donc ici, la petite erreur en passant était juste dans le X-bar. J'avais gardé un vieux X-bar de tantôt. Tout ça pour dire qu'on va choisir un alpha de 5%. OK? Même chose. On utilise un alpha de 5%. OK? La seule affaire, c'est que vous vous souvenez que dans un test unidirectionnel, notre alpha de 5% est associé à un Z critique de 1.645 ou bien moins 1.645. Okay? Parce qu'en dessous de moins 1.645, il y a 5% de chance. Et au-dessus de 1.645, il y a 5% de chance aussi. Okay? Mais là, on fait un test bidirectionnel. Ça veut dire qu'on pourrait rejeter l'hypothèse soit à droite, soit à gauche. Dans les tests unidirectionnels, on pouvait juste la rejeter à droite, si c'était une hypothèse comme quoi il y avait une augmentation, ou à gauche, si c'était une hypothèse comme quoi il y avait une diminution. Mais maintenant, on fait juste l'hypothèse que ça a changé. Donc, on pourrait rejeter l'hypothèse en tombant dans la zone de rejet de droite ou celle de gauche. En d'autres mots, il y a deux zones de rejet, une à droite et une à gauche, parce qu'on fait l'argument que ça a changé, ça pourrait aller dans n'importe quel bord. Okay? Et donc, mais on veut garder notre 5%. Okay? Et donc, normalement, ce qu'on a dans l'unidirectionnel, c'est une zone ici à 5%, ou bien une zone ici à 5%. Mais là, si on mettait une zone ici à 5% puis une zone ici à 5%, ça ferait 5% plus 5%, ça ferait 10%. Or, nous, on veut rester avec un alpha de 5%. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on divise notre alpha de 5% en deux. Ça donne 2 fois 2,5%. Puis, on va chercher la zone où est-ce qu'il y a 2,5% de probabilité à gauche et 2,5% de probabilité à droite, qui donne 5%.
au total. Et cette zone-là, ces deux zones-là sont délimitées par des Z critiques qui maintenant ne sont plus 1.645, parce que 1.645 c'était pour 5%. Ils sont délimités par des scores Z qui sont 1.96 et moins 1.96. Comment j'ai trouvé ça en passant? Ben, si on sait qu'il y a 50% du côté droit, puis on veut cette zone-là ici, OK? Ben, puis cette zone-là, c'est 2,5%. Ben, je fais 50 moins 2,5 fait 47,5. Donc, j'ai besoin de trouver le score Z à partir de la moyenne qui a 47,5%. Ici, bref, à partir du 0. Là. Et si je prends 47,5% ici, c'est 1,96. Et donc, mon nouveau Z critique, c'est 1,96 et moins 1,96. OK? Donc, pour rejeter HO, il faudra que notre Z observé tombe à l'extérieur de cette zone-là, dans une des zones de rejet, pour rejeter l'hypothèse nulle. À l'extérieur, soit plus petit que moins 1,96 ou plus grand que 1,96. Mais s'il tombe entre moins 1,96 et 1,96, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Bon, ben, trouvons les propriétés de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des échantillons de n est égal à 900. Si on présuppose que on construit une distribution d'échantillonnage des moyennes à partir de ces paramètres-là, là, okay? Donc, on prend une infinité d'échantillons, on calcule leur moyenne, et là, si on met tous ces moyennes-là ensemble, ça nous donne une distribution d'échantillonnage qui va être gaussienne, dont la moyenne, le mu x bar sera 100, et dont l'erreur type sera 15, toujours 15, divisé par la racine carrée de 900, qui est le n des échantillons, est égal à 0,5. C'est un petit erreur type, qui est très petit, comparativement à l'écart type de la population de départ. Pourquoi est-il très petit? À cause qu'on a pris une grande taille d'échantillon, 900. Okay? Et donc ça nous permet de standardiser notre moyenne de 101,1. On va standardiser en Z observé, bref, notre moyenne de 101,1. 101,1 moins 100, la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes, divisé par 0,5, l'erreur type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, est égal à 2,2. C'est notre Z observé. Que peut-on dire de 2,2? Il tombe dans une des zones de rejet. 2,2. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Il tombe à l'extérieur de la zone allant de moins 1,96 à 1,96. Il tombe à l'extérieur de cette zone-là, allant de moins 1,96 à 1,96. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle voulant que mu est égal à 100. On peut donc être plus confiant ou confiante qu'il y a eu un changement réel. Dans ce cas-ci, une augmentation au sein du QI de la population, mais on n'avait pas fait l'hypothèse qu'il y avait eu une augmentation. On avait fait l'hypothèse qu'il y avait eu un changement. Okay? Encore une fois, on pourrait se tromper. On pourrait être tombé sur le très improbable événement, mais possible quand même. Juste parce que quelque chose est improbable, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Okay? On aurait pu tomber sur la fois où on a pris un échantillon de 900 personnes, puis il y avait des gens très intelligents là-dedans, puis ça a donné un X qui était plus haut que mu. C'est possible. Mais il y a moins de 5% de chance de ça. En fait, on sait même qu'il y a moins de 2,5% de chance de ça. Parce qu'on sait maintenant que c'est à droite. T'sais. Et donc, c'est très peu probable. Et donc, on va se dire, il y a plus de chances, en fait, que réellement, il y a eu un changement dans le mu de départ. Et ça, c'est notre exemple 5. Exemple 6. J'ai un autre exemple ici. Je pense que ça va aller de l'autre bord, mais c'est toujours bidirectionnel. Okay. Vous avez l'hypothèse ici que ça a changé. Okay. Les données sont toujours les mêmes au niveau paramétrique. Écrivez vos deux hypothèses en compétition pour l'étape 1. Hypothèse alternative, mu est égal à 100. Pas égal à 100, autre que ça. Hypothèse nulle, mu est égal à 100. Prenez votre échantillon. 50 Canadiens, beaucoup plus petit qu'avant. 97 est la moyenne que vous trouvez. À première vue, vous pourriez vous dire que votre hypothèse est bonne puisque 97 n'est pas égal à 100. Mais attention, quelle est la probabilité d'obtenir
Ce 97, si l'hypothèse nulle est vraie, autrement dit, si mu est égal à 100. OK? Blabla, vous connaissez ça. Vous allez choisir un alpha de 0.05 parce que c'est ce qu'on fait en psychologie. Cela dit, comme votre hypothèse est bidirectionnelle, vous pouvez rejeter l'hypothèse nulle à droite ou à gauche, et donc votre Z n'est pas de 1.645 ou moins 1.645, mais il est de moins 1.96 et 1.96, parce que vous avez 2.5% à chaque côté. Vous ne pouvez pas prévoir, quand vous avez émis votre hypothèse, vous ne pouviez pas prévoir si votre échantillon allait donner quelque chose de plus haut que mu ou plus bas que mu. Vous n'aviez pas de raison de croire l'un ou l'autre, donc vous avez juste dit que ça allait changer. Donc vous avez un test d'hypothèse bidirectionnel ici. Et donc le Z critique est moins 1.96 et 1.96. Et donc nous allons standardiser notre moyenne que nous avons obtenue. Et si elle tombe à l'intérieur de la zone entre moins 1.96 et 1.96, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle, mais si elle tombe à l'extérieur de cette zone-là, et donc à l'intérieur des zones de rejet, ici et ici, on va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. OK? Comme je dis ici. Très bien, trouvons les propriétés de la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des échantillons de n est égal à 50 si on présuppose que rien n'a changé. Elle sera gaussienne, sa moyenne sera 100, son erreur type sera 2.12. Ceci nous permet de calculer le Z observé. Le Z observé est évidemment la moyenne qu'on a trouvée avec nos 50 personnes, moins la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes, divisé par l'erreur type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, 2.12, et ça donne moins 1.41. Que peut-on dire de moins 1.41? Bien, on voit que le Z observé, le Z qui est associé à cette moyenne-là, qui a été trouvé avec cet échantillon-là, qui a été pris à partir de cette population-là, ce Z-là, se situe entre moins 1.96 et 1.96. Et donc, se situe pas dans les zones de rejet. Et donc, on ne rejette pas l'hypothèse nulle, puisque nous n'avons pas vraiment assez de raisons de croire que les paramètres de la population ont changé. Oui, 97 est plus bas que 100, mais il y a plus de 5% de chance, OK, d'avoir trouvé cet échantillon-là, si mu est toujours égal à 100. Et donc, on considère que ce n'est pas assez rare comme événement pour rejeter l'hypothèse nulle puis changer notre avis comme quoi mu est toujours égal à 100. Encore une fois, on pourrait se tromper, mais les chances sont pas du côté de l'hypothèse alternative, pour ainsi dire. Et ça, c'est les tests d'hypothèse. Donc, j'espère que ça fait du sens. C'est en montrant plusieurs exemples que je voulais vous aider avec ça. Et je vais produire des exercices que je vais vous envoyer très bientôt. OK? Ciao!